Bien, merci, ma chère collègue. Ah, il y a un retour. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je renouvelle mes remerciements à Jocelyn Lachance. On aura l'occasion, après mon intervention, de revenir exactement sur ses travaux. Merci au public présent ici. On attend encore quelques personnes qui sont sans doute en retard, mais enfin, on va commencer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes connectées déjà, donc c'est plutôt bon signe. Alors, comme la plupart des séminaires que l'on fait, on commence toujours par une petite introduction de cadrage, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont non initiées, on dit bien pour les non initiés, à la problématique des liens entre réseaux sociaux, santé mentale et bien-être, une petite introduction qui va concerner plutôt des questions épistémologiques, théoriques et méthodologiques que l'on a dans ce champ-là, avec surtout un cadrage sur les intérêts heuristiques de notre discipline. On est un peu chauvin, c'est vrai. Donc, sur les approches info-communicationnelles, qu'est-ce que ces approches ont de particulières et surtout peut-être d'intéressantes par rapport aux autres disciplines et pour les autres disciplines et comment on va nous s'enrichir des autres disciplines en information et communication pour pouvoir travailler cette problématique relativement riche. Alors, dans l'équipe 3 de l'IMSIC, l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, on travaille sur cette problématique avec une particularité, avec plusieurs particularités. On fait des travaux essentiellement empiriques, premier point. Philippe Bonfils est présent, donc c'est un des co-directeurs avec Marie-Pierre et moi, et également Hervé Zanouda de cette équipe. Et donc, on travaille effectivement sur des problématiques empiriques, parfois expérimentales. On travaille essentiellement sur des adultes, et non pas sur des enfants ni des adolescents. Et vous allez voir comment est-ce qu'on a amené ce séminaire, plutôt des jeunes adultes. On a des doctorants et des docteurs qui travaillent également sur ces problématiques. On y reviendra un peu plus tard. Donc, pour commencer, comme tout bon universitaire qu'on aime bien être, en tous les cas, on commence par des définitions. Alors, problématique et objectif de la journée d'études. Donc, je rappelle que c'est pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées, hein, donc les personnes qui connaissent en général, vous n'allez rien trouver de nouveau, si ce n'est un panorama général de ce champ-là. Alors, on va commencer par une première définition. Qu'est-ce que les réseaux sociaux numériques? Alors, les définitions sont très larges. Il y en a plusieurs. Je vous propose la définition suivante, celle qui va cadrer cette journée. C'est un type de média social. Et c'est un dispositif qui est sociotechnique sur Internet qui permet à des individus de construire un profil public et semi-public, d'établir une liste de connexion avec d'autres usagers et de rendre visibles ou parcourables ces relations dans un système numérique délimité. Cette problématique-là, donc liant réseaux sociaux et santé mentale et bien-être, nécessite par contre de définir un concept qui est, me semble-t-il, plus important pour nous en SIC, les sciences de l'information et de la communication, qui est celui de la santé mentale. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale, ça correspond à un état de bien-être qui permet d'affronter le stress de la vie, de s'épanouir, d'apprendre, de travailler et de contribuer à la vie en communauté. Autrement dit, comme on le voit, la santé mentale, ce n'est pas que l'absence de troubles mentaux. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses décennies, on définissait la santé mentale comme étant l'absence de troubles mentaux. Aujourd'hui, depuis notamment les travaux de Case, dont on parlera beaucoup lors de ce séminaire, on considère la santé mentale comme ayant deux dimensions. Une première dimension que vous voyez donc ici horizontale, qui est bien sûr la présence ou l'absence de troubles mentaux, première définition, et une deuxième dimension qui a été ajoutée relativement récemment, notamment par l'OMS, mais pas que, qui est la présence du bien-être. Autrement dit, avec d'un côté un fort bien-être ou un bien-être dit optimal, et de l'autre côté, non pas un mal-être, mais une absence de bien-être, qui est un petit peu différent, et donc un bien-être relativement minimal. Alors, dans cette problématique, le bien-être, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va en parler. Le bien-être, c'est pas un concept superflu, c'est-à-dire que parfois, on a une conception du bien-être en disant, le bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est des doigts de pied en éventail au bord de la piscine, je suis bien. C'est pas ça, le bien-être, comme nous allons, en tous les cas, le concevoir.
Le bien-être, c'est une ressource psychosociale minimale pour pouvoir penser, ressentir, agir, s'adapter à l'environnement, participer à la vie sociale, atteindre ses objectifs au quotidien et dans la vie. Lorsque le bien-être diminue, le fonctionnement est réduit, l'adaptation est plus difficile, il y a une fragilisation physique, psychologique, sociale et économique. Le bien-être, c'est donc lié à la capacité des personnes à réaliser des fonctions essentielles à une vie humaine digne. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans un concept. Parfois, en information et communication, certains collègues parlent de concept bourgeois, entre guillemets. Donc, c'est pas ça dont il s'agit, le bien-être ici. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre des ressources qui va nous permettre d'avoir une vie humaine qui est relativement correcte et qui permet de réaliser des objectifs. Alors, dans ce contexte-là, en information et communication, et plus globalement, dans tous les travaux qui lient les réseaux sociaux, la santé mentale et le bien-être, depuis 2 décennies, on a une explosion des travaux qui montrent les liens soit délétères entre réseaux sociaux et plus généralement, entre guillemets, ce qu'on appelle les écrans, mais nous, on va restreindre aux réseaux sociaux numériques, avec la définition que je vous ai donnée. On a énormément de travaux depuis une vingtaine d'années sur les aspects plutôt délétères. Et puis, on a plus récemment, par contre, un développement des travaux sur les aspects davantage bénéfiques, tout ça, entre guillemets, on est bien d'accord, bénéfiques, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les réseaux sociaux à nous donner davantage de ressources pour. Donc, on a les deux qui coexistent. Évidemment, vous l'avez vu, dans les travaux, on a énormément de travaux qui privilégient le côté davantage délétère, entre guillemets, des réseaux sociaux. Mais un point important dans les recherches, parce que on n'échappe pas sur cette problématique. Et là, on va essayer d'aller du côté de la sociologie. On n'échappe pas dans cette problématique sur le fait que dans la sphère publique, dans les médias de masse, télévision, etc., on est prisonnier un peu des représentations sociales, c'est-à-dire que les réseaux sociaux numériques, c'est également, ça fait partie d'une représentation sociale et il a été, en tous les cas, présenté comme étant, ils ont été présentés comme étant une construction collective qui est source d'inquiétude collective pour les jeunes, comme étant associé à des imaginaires sociaux. Alors, on le sait très bien en communication, à partir du moment où une nouvelle technologie sort, entre guillemets, immédiatement, il y a des imaginaires sociaux qui se greffent dessus. Et les réseaux sociaux et leur lien avec la santé mentale n'échappent pas à cela, au même titre que Foucault avait à son époque expliqué que la folie était une construction sociale. Eh bien, on peut aussi dire que on n'échappe pas, quand on s'intéresse à cette problématique-là, un certain nombre de constructions sociales sur les réseaux sociaux et leur lien avec la santé mentale. C'est-à-dire que quand on regarde un peu de plus près, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, quand on étudie dans les recherches, quand on étudie avec la santé mentale, ils sont révélateurs finalement de quoi? D'une tension sociale qui préexiste déjà, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont déjà rendre, on va dire, visibles des problématiques sociétales qui existent déjà. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, dans notre société, une forte compétition symbolique, une recherche de reconnaissance, une peur de l'exclusion, une hiérarchisation des statuts, des besoins d'appartenance, une exposition au jugement d'autrui, etc. Et tout ça, quelque part, ça va ressortir par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que on va avoir non pas une stigmatisation des réseaux sociaux, mais une construction sociale des réseaux sociaux. Et donc, on peut formuler une idée centrale, la critique contemporaine des réseaux sociaux comme menace pour la santé publique n'est-elle pas elle-même une production sociale? C'est-à-dire qu'elle émerge dans une société qui est inquiète de ses propres transformations, individualisation, perte de repères collectifs, accélération des échanges, fragilisation de l'attention, marchandisation aussi de la visibilité, prise de confiance envers les institutions, montée des vulnérabilités psychiques. Et donc, quelque part, les réseaux sociaux deviennent aussi un support symbolique sur lequel la société projette une partie de ses angoisses. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les aspects délétères n'existent pas réellement. Donc ça, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas les minimiser. Mais il ne s'agit pas ici, quand on est dans une problématique scientifique, que le scientifique se laisse prendre par cette construction sociale. Et on a aussi, malheureusement, entre guillemets, certains scientifiques qui se laissent prendre
par cet aspect uniquement, on va dire, délétère des réseaux sociaux. Or, en information et communication, on le sait, la réalité est bien plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on est dans des phénomènes qui sont multifactoriels. Et donc, à partir de là, le scientifique doit s'extraire de ces représentations sociales communes, comme on le fait souvent, pour pouvoir aller, avec ces méthodes, dépasser ces cristallisations sur les inquiétudes qui sont liées à l'individualisme, à la perte du lien social, à la défiance envers les institutions, etc. Donc, on va essayer de dépasser ces aspects simplificateurs, pardon, de déterminisme technologique aussi, parce que on va essayer d'aller plus loin que cet aspect simplement. Les réseaux sociaux provoquent en tant que technologie des effets délétères, et donc les phénomènes sont multifactoriels. Dans les recherches telles qu'on peut les voir, et c'est comme ça en tous les cas que je le vois dans la manière dont on peut le prendre peut-être avec 20 ans de recul, c'est qu'aujourd'hui, on a dans les recherches, nous semble-t-il, 3 grands manques dont je vais davantage parler après. Le premier manque que l'on a, de nombreuses recherches, bien sûr, se focalisent sur les aspects délétères, mais on a un cruel manque de recherche sur la causalité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand on est sur les aspects délétères des réseaux sociaux, il faut être très prudent. Vraiment, il faut être très, très prudent, il faut être modeste. Les chercheurs doivent rester modestes parce qu'on ne sait pas grand-chose, clairement. On ne sait pas grand-chose aujourd'hui sur les aspects délétères parce qu'on n'a pas de lien de causalité. On a beaucoup de corrélations, on a beaucoup de constatations, d'observations, mais tant qu'on n'a pas avancé et encore avancé, restons très, très, très prudents sur les conclusions qu'on peut parfois aller très rapidement. Ne serait-ce que sur l'augmentation des troubles dépressifs. Parfois, ce que ne font pas les scientifiques, hein, mais parfois dans le niveau des grands publics, on entend bah, c'est la cause des réseaux sociaux. Non, l'augmentation des troubles anxio-dépressifs peut avoir tout un tas d'autres troubles, un tas d'autres causes qui sont biologiques, psychologiques, sociologiques, anthropologiques, etc. Donc, voilà pour le premier grand manque que l'on peut voir aujourd'hui dans les recherches. On peut signaler un deuxième grand manque, c'est que peu de recherches, et à notre avis insuffisamment, font un lien avec le social. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a énormément de recherches qui font un lien de nature psychologique, individuelle, sur les aspects qui sont plutôt considérés au niveau individuel, au niveau biologique, au niveau de l'individu en tant que tel, et on a moins cette vue générale sur la société et le lien qu'il y a entre les problématiques des réseaux sociaux et des problématiques davantage sociales. Et ici, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé ce séminaire. Troisième grand manque qu'on peut voir aussi dans les recherches, c'est que les recherches, à notre avis, se focalisent encore trop, sur les aspects délétères et pas assez sur des aspects qui sont non pas bénéfiques, parce que le terme n'est pas bon, bien que quand on est en santé publique, on dichotomise pour des raisons de facilité et puis pour des raisons d'ontologie de la discipline entre bénéfique, délétère, facteur de risque, facteur de protection. Donc quelque part en cycle, on est parfois un peu obligé, malheureusement, pour ces aspects-là, d'aller sur cette dichotomie. Donc j'irai de temps en temps sur cette dichotomie. Et ben effectivement, on manque de recherche, nous semble-t-il, sur les aspects bénéfiques des réseaux sociaux. Si on a aujourd'hui en moyenne 1h15 sur les dernières statistiques des Français qui sont sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose à y faire. Si on a aujourd'hui plus de quasiment 3 heures des 15-24 ans qui sont sur les réseaux sociaux, c'est qu'il se passe quelque chose en matière d'aspect bénéfique, entre guillemets. Alors, voilà les 3 grands manques, j'y reviendrai un peu après. Mais grosso modo, on est aujourd'hui sur ces 3 aspects et le séminaire a été lancé parce que on va essayer de s'intéresser sur ces 3 aspects, 2 aspects qui nous semblent importants. Le principe de la causalité, on ne le réglera pas parce qu'il faut encore des années et des années, si ce n'est des dizaines d'années de recherche pour cerner cette causalité. Pour l'instant, on est sur des aspects, on est sur des hypothèses, mais suffisamment, vous l'avez remarqué, et je pense à juste titre que en France, on ait une interdiction qui va arriver des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.
pour les moins de 16 ans, pardon, 15 ans et plus. Je pense qu'Olivier pourra nous en parler parce que il a été dans une des commissions qui a été à l'initiative de cette interdiction au niveau de la loi française. Mais ici, on va essayer de régler, ou en tous les cas de s'intéresser à l'aspect social et à l'aspect bénéfique des réseaux sociaux. Pas que, bien sûr, mais c'est l'objectif, un des objectifs du séminaire. Le deuxième grand point que je souhaitais développer dans cette introduction générale, c'était les aspects qui étaient plutôt heuristiques pour les sciences humaines et sociales par rapport au point de vue qu'on peut avoir en SIC. En quoi est-ce que le point de vue des sciences de l'information et de la communication peut être heuristique pour l'étude des liens entre les réseaux sociaux et la santé mentale? Alors, allons du côté des sciences de l'information et de la communication. Quand elles s'intéressent aux technologies et aux médias, je pense qu'elle a trois grandes forces. Et ici, j'aimerais aller sur ces trois grandes forces de manière à avoir un panorama, et je vais voir ce panorama des recherches entre les réseaux sociaux numériques et la santé mentale et le bien-être à la lumière de ce panorama-là. Dans la première grande force, me semble-t-il, des sciences de l'information et de la communication pour l'étude des liens entre les réseaux sociaux et la santé mentale, c'est que ici, les sciences de l'information et de la communication ont une vision qui est très large du phénomène. Si on reprend la définition de la communication, qu'est-ce que nous dit la communication? C'est un processus de production, de circulation et de réception d'informations, de messages, via des technologies, via des contenus qui sont contextualisés et grâce auxquels les humains vont interagir, co-construire des significations, des affects, des actions individuelles et collectives. C'est une des définitions qu'on peut donner, il y en a d'autres bien sûr. Mais lorsqu'on s'intéresse aux réseaux sociaux et donc aux liens avec la santé mentale, les SIC, de par leur fondement épistémologique, ont une première grande force, c'est qu'on va relier production, dispositif contenu et réception, le tout contextualisé. Et donc, on ne découpe pas. On ne découpe pas ce phénomène-là, ou en tous les cas, on peut le découper quand on fait des recherches locales, mais on essaye systématiquement de ramener, une fois que la recherche locale est faite, à un grand phénomène qui est celui-là. Et donc, à partir de là, qu'en est-il des études sur les liens réseaux sociaux et santé mentale et bien-être? Eh bien, on va chercher systématiquement, premier point, à faire un lien avec la production, chose que les autres disciplines ne font pas. Et donc ça, c'est une spécificité des sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire que les usages ne sont pas isolés des conditions de production des réseaux sociaux. C'est-à-dire que allons voir, et on ne peut pas étudier, c'est ce qu'on dit en SIC, on ne peut pas étudier la réception, les usages, les effets des réseaux sociaux chez les jeunes, adultes ou les personnes plus âgées, si on ne s'intéresse pas aux conditions de production. Et les conditions de production, un petit mot sur ces conditions de production. Le producteur, en tant que tel, le producteur, il a des objectifs économiques. Donc, à partir de là, chose qui est très connue en communication, eh bien, il va concevoir ces dispositifs, ces plateformes, en fonction d'intérêts économiques. Et à partir de là, il va donc concevoir fondamentalement un certain nombre de techniques que nous, on va appeler les affordances. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une affordance? C'est des fonctionnalités techniques qui permettent de rendre possible des actions qui sont parfois des actions faciles, plus de facilité, plus d'attractivité pour les utilisateurs. Pourquoi? Parce que plus on reste sur les plateformes, et vous le savez, plus la plateforme gagne de l'argent. Donc, on a intérêt à faire rester les gens longtemps, à les faire revenir souvent et avoir le plus de monde possible. Donc, à partir de là, on comprend que le producteur va donc fabriquer ces affordances-là. Et ces affordances, alors on l'a fait dans des articles qui ont été faits par des équipes, des chercheurs du laboratoire. On s'est amusé, entre guillemets, à faire une liste des plus grandes affordances qui ont été faites par ces producteurs-là. Alors, en voici quelques-unes qu'on connaît bien, l'algorithme de personnalisation, qui consiste à adapter le contenu en fonction des préférences et comportements passés
Et donc, on va montrer aux personnes ce qu'on aime en fonction de ce qui a été préalablement liké. Donc, à partir de là, tout ça, c'est pour avoir des raisons économiques. Hein. Autre type d'affordance, le défilement infini. Défilement continu et personnalisé de contenu varié. Pourquoi? Parce que ça maintient l'engagement. C'est une recherche de, entre guillemets, des charges de dopamine. Alors, on pourra revenir sur cette notion de décharge de dopamine parce que les psychologues émettent des doutes là-dessus. Bon, mais admettons. Et donc, ça procure du plaisir, ça procure une récompense cérébrale, c'est clair. Donc, à partir de là, on ne peut pas comprendre les liens entre les plateformes des réseaux sociaux et la santé mentale si déjà on ne remet pas dans un contexte économique en tant que tel. Donc, voilà la première grande force, me semble-t-il, des SIC, parce qu'on relie aux contraintes, aux objectifs économiques de production, mais pas que, technique ensuite, parce qu'après ces affordances vont devenir techniques. Il y a une deuxième grande force des SIC, me semble-t-il, c'est que les SIC, c'est une interdiscipline qui travaille selon une logique de mobilité sur l'ensemble des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'en fonction de la problématique qu'on va avoir, on n'est pas contraint d'être dans une discipline, mais on va se mouvoir le long d'une échelle, ici, d'un dispositif mobile, et en fonction de la problématique, toute l'idée, c'est de se dire, eh bien, on va être capable, dans ces cas-là, d'aller le long de ce dispositif-là pour construire nos connaissances. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme dispositif? Eh bien, on a par exemple l'échelle intra-individuelle. Et quand on travaille en SIC sur les liens entre réseaux sociaux et santé mentale, eh bien, on ne s'interdit pas d'aller du côté des neurosciences, la neurophysiologie. On va chercher des études sur les IRM, enfin, qui utilisent des IRM, qui va chercher, entre guillemets, des éléments sur la physiologie. Par exemple, il y a la dopamine. On va chercher des éléments du côté de la psychologie individuelle, l'estime de soi. On va chercher des éléments du côté d'une échelle qui va être davantage interindividuelle et microsociale. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'identité sociale? C'est-à-dire, quand on va sur les réseaux sociaux, vous savez, on travaille énormément son identité sociale. Et donc, on va aller chercher du côté de la psychologie sociale et du côté de la sociologie. On va aller chercher du côté de l'échelle plutôt mésosociale. On va aller chercher du côté de l'appartenance dans les groupes, l'appartenance dans les organisations. Et donc, de nouveau, on va chercher des éléments du côté de la psychologie sociale, de la sociologie. On va aller, en fonction de la problématique, du côté de l'échelle plutôt macro-sociale. On va chercher des concepts comme le capital social, l'habitus en sociologie. Et on va chercher du côté de l'anthropologie, l'ethnologie, avec des recherches sur, et aujourd'hui notre conférencier nous en parlera, les rites communautaires, par exemple. Et donc, on va varier tout au long de cette ligne, et les SIC, c'est donc un dispositif qui est mobile et qui conduit à mener des recherches tout au long de ce dispositif-là. Et donc, ici, on est vraiment dans une épistémologie de la complexité. Donc, autrement dit, les phénomènes, on les considère sur un niveau bio, psycho, socio, anthropologique. Mais vous voyez aussi, on est obligé de relier avec l'économie. Et puis, on le verra après, maintenant que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, donc 15 ans inclus, 15 ans peuvent, du côté politique aussi. Donc, on est sur un phénomène d'une grande complexité en tant que tel. Il y a une troisième grande force du côté des SIC, me semble-t-il. Donc, je répète, je récapitule. Première grande force, c'est qu'on ne peut pas découper production du dispositif des médias de la réception, le tout contextualisé. Donc, de la production, c'est ce que je vous ai montré. Deuxième grande force, c'est qu'on est sur une mobilité d'échelle qui va d'un niveau de micro-individuel à un niveau macro-social, et qu'en fonction des problématiques, on se balade tout au long de cette échelle et on va chercher des concepts le long de cette échelle, ce que ne font pas d'autres disciplines en tant que telles. Et cette troisième grande force, me semble-t-il, c'est ce pluralisme épistémologique relié à un pluralisme méthodologique, les deux sont reliés, que l'on a en sciences de l'information et de la communication. Et donc, allons voir du côté maintenant des différentes méthodes que l'on peut mobiliser lorsqu'on s'intéresse aux aspects qui lient les réseaux sociaux avec la
la santé mentale et le bien-être. Alors, on a une première façon très épistémologique de présenter. On a 3 types de recherches. Donc là, je vais vous présenter ces recherches en fonction d'une caractéristique davantage épistémologique. La première grande caractéristique dans les recherches qui lient santé mentale et réseaux sociaux, c'est la finalité. Quelle est la finalité de ces recherches? On a 3 grands types de finalités. Une première finalité qui est essentiellement cognitive. Il y a des recherches qui sont scientifiques. J'y reviendrai après. On construit des connaissances. Deuxième finalité, ce sont des finalités qui sont interventionnelles. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas de créer des connaissances, c'est de se baser sur les connaissances qui ont été créées, scientifiques, pour aller mener des interventions, des actions. Donc, on est sur des recherches interventionnelles, des recherches-actions. Donc, on est sur une épistémologie, ici, pragmatique. Je réfère, par exemple, à John Dewey, qui a beaucoup travaillé sur ces aspects de pragmatique. Et donc, ici, l'idée, c'est de changer les choses quand on travaille sur cette finalité interventionnelle. On change la réalité, entre guillemets. Donc, autrement dit, on va essayer d'inciter à faire de la régulation. On va essayer d'inciter à faire de la prévention. On va essayer d'inciter à faire, par exemple, de l'éducation aux médias, le fameux EMI. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de faire evidence-based, donc basé sur des connaissances scientifiques solides. À partir de là, on essaye d'intervenir pour pouvoir changer la loi, réguler, prévenir et mettre en place des programmes d'éducation. Donc ça, on sait relativement bien le faire, mais attention, on doit épistémologiquement se baser vraiment sur des données solides, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et il y a une troisième grande finalité que l'on a en SIC, où on est en France relativement bien armé, ce sont les études critiques. Et donc ici, l'idée, c'est de se dire qu'on va mener des réflexions à partir ou pas de données scientifiques, pour essayer de mener, par rapport à ces idées de réseaux sociaux et de santé mentale, des critiques qui sont de nature sociale, des idées qui sont de nature politique, des critiques politiques. Par exemple, en quoi est-ce que dans une société, on peut ou pas mettre en place, pour des raisons économiques, une fragilisation de la santé mentale. Voilà un dispositif qui est de l'ordre de l'éthique, que l'on peut se poser dans des problématiques de recherche critique ce coup-ci. Donc, on a intérêt à avoir en SIC et à garder ce dispositif en 3 parties, scientifique, interventionnelle, critique, qui fait une des forces très, très intéressantes de la discipline. Je vais vous citer une recherche très, très intéressante, par exemple, sur l'aspect d'éthique, c'est que actuellement, il y a des recherches qui sont en voie d'être, enfin en tous les cas, qui se structurent de plus en plus, qui est comment est-ce que l'IA va interagir avec quelqu'un qui est en demande par rapport à sa santé mentale. Ouais, j'ai une personne qui a des problèmes qui va sur l'IA. Et des recherches récentes montrent qu'il y a des violations éthiques énormes de la part de l'IA. C'est-à-dire l'IA ne donne pas des conseils qui sont pertinents, donne des conseils très standardisés, etc. Alors, récemment, il y a eu des évolutions et les chercheurs ont réétudié et ces évolutions ne sont pas forcément très pertinentes parce qu'elles ne sont pas personnalisées. Donc, à partir de là, si on n'a pas une vision critique par rapport à ça, il est vrai que l'aspect purement scientifique reste un peu basique. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette analyse également critique. Je vous ai dit que j'approfondirais un peu sur les quelques minutes qui me restent. Je vais approfondir un autre aspect qui est l'aspect scientifique. Je vous ai dit donc, en gros, on a 3 grands types de finalités, des finalités scientifiques, des finalités interventionnelles, des finalités critiques. Approfondissons un peu les finalités scientifiques. Alors, on est en sciences de l'information et de la communication. Donc, quelles sont actuellement les grandes tendances que l'on peut avoir en matière épistémologique et méthodologique par rapport à ces aspects-là? Alors, on a tout d'abord une première grande série de recherches qui s'intéressent à ces liens-là, qui sont d'obédience épistémologique post-positiviste. Alors, post-positiviste, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on a?
On a tout d'abord, et là c'est une grande majorité de recherches sur les usages des médias sociaux, les réseaux sociaux en lien avec la santé, on a tout d'abord des méthodes corrélationnelles. C'est-à-dire qu'en gros, soit on travaille sur des questionnaires ad hoc, qui sont envoyés à des populations de façon ad hoc, donc si possible représentatifs, mais pas forcément. On a des questionnaires qui sont envoyés sur des cohortes. Alors, on a énormément ce type de recherche, la cohorte étant un ensemble de personnes qui ont accepté de faire des études longitudinales. Donc, on leur envoie régulièrement des questionnaires. Donc là, l'énorme avantage de la cohorte par rapport au questionnaire ad hoc, c'est que ça permet un suivi dans le temps. Et donc, à partir de là, on va faire des corrélations entre des indicateurs qu'on va mesurer sur ces individus-là, et puis très souvent des questionnaires que l'on fait par rapport à des troubles de santé mentale, par exemple des questionnaires de dépression, des questionnaires sur des troubles anxio-dépressifs, des questionnaires sur des stress chroniques, etc. Et on va croiser des données. Parmi ces études-là, je vais vous donner deux études qui me semblent très intéressantes. C'est la notion de méthodologie qui utilise la logique de l'expérience sampling, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des questionnaires qui sont envoyés régulièrement, un peu par hasard, on envoie à des personnes sur les mobiles des questionnaires à un moment donné, un peu de façon aléatoire dans la journée, en leur disant maintenant, comment vous vous sentez, donnez un peu d'idées sur votre bien-être, donc il y a un questionnaire, et après, cette dernière heure, par exemple, allez-vous consulter les réseaux sociaux? Êtes-vous sur les réseaux sociaux? Donc, c'est cette logique de faire des moments qui sont complètement aléatoires et qui permet à la personne, si elle est en direct sur les réseaux sociaux ou si elle vient de consulter les réseaux sociaux, d'être davantage en état émotionnel pour pouvoir témoigner. Donc ça, c'est des expérimentations assez intéressantes qu'on appelle des expérimentations d'expérience sampling. On a, après ces méthodes corrélationnelles, on a un deuxième type de méthode dans l'épistémologie post-positiviste dont on manque cruellement sur les études sur les réseaux sociaux. Ce sont les méthodes expérimentales. Alors la méthode expérimentale, c'est une méthode qui est dite, entre guillemets, le gold standard, la méthode Rennes, pour cerner des liens de causalité. C'est vrai qu'épistémologiquement, on voit sur l'épistémologie de Popper, le pacificationnisme, c'est que seule la méthode expérimentale permet de cerner des liens de causalité en tant que tel. Mais malheureusement, vous comprenez bien que pour des aspects éthiques, c'est très difficile de faire de la méthode expérimentale sur les réseaux sociaux. On ne va pas commencer aux gens à dire aux gens, on va vous demander de faire ceci pour pouvoir, donc volontairement, pour pouvoir voir les aspects délétères, parce que là, ça pose des tas de problèmes éthiques. Si on sait qu'il y a potentiellement des aspects délétères, les chercheurs ne peuvent pas, sur le plan éthique, demander de faire ça. La méthode expérimentale, je pense que vous connaissez, mais juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste tout simplement à comparer des groupes dans lesquels on a provoqué un événement et entre les groupes, l'événement diffère uniquement par une et une seule variable. Ce qui fait que quand il y a des effets entre les groupes, entre les conditions, nécessairement l'effet vient de la petite variable qu'on a modifiée au départ. Ça peut être par exemple la durée d'usage. Un groupe va être 1 heure et un groupe va être 1 heure et demie sur les réseaux sociaux, l'autre groupe 2 heures. Et donc on mesure après, toutes conditions étant égales par ailleurs, on mesure les effets potentiellement de ces aspects-là. On en manque de ces recherches-là, donc on en a besoin, mais ceci dit, elles sont très précieuses. Quand on parle de post-positivisme, on a essentiellement des méthodes corrélationnelles et méthodes expérimentales. On a un tout autre type d'épistémologie, c'est une épistémologie plutôt compréhensive, en cycle, où là on va plutôt utiliser l'épistémologie notamment de Max Weber, qui consiste à comprendre les phénomènes, à comprendre la signification que les gens donnent à leur pratique. Et donc, on est dans une toute autre logique. On va utiliser ce coup-ci des entretiens individuels, ça peut être des entretiens de groupe. On peut utiliser les récits de vie, très intéressant aussi, par exemple. On peut utiliser l'observation, qu'on utilise moins dans le cadre des réseaux sociaux, mais on utilise et on a fortement besoin, et on en manque aussi, des entretiens. Pourquoi? Parce qu'on a deux grandes théories, en gros, pour faire très simple, dans les réseaux sociaux, deux grandes théories
qui sont sans doute complémentaires. C'est que vous avez la théorie dite entre guillemets des effets. Comme on dit les réseaux sociaux, en les utilisant, ça provoque des effets. Une première théorie. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Mais on a une théorie qui est légèrement différente, qui est la théorie des usages compensatoires. C'est-à-dire que la personne a au départ des difficultés psychologiques, des difficultés psychosociales, et elle va essayer de compenser ces difficultés en utilisant les réseaux sociaux. Quand on fait des méthodes épidémiologiques sur des cohortes, on voit simplement le lien qu'il y a entre des difficultés, des troubles mentaux, comme des troubles dépressifs, avec des temps d'écran. Mais on ne sait pas pourquoi. Quel est le sens de la causalité? Alors que quand on mène les entretiens, on a un petit peu plus de finesse sur cette analyse-là qui permet de savoir dans quel sens ça va. Est-ce que la personne a préalablement des difficultés psychologiques qu'elle va compenser en allant sur Internet? Ou est-ce qu'elle n'a pas de difficultés psychologiques au départ? Et puis ensuite, à force d'être sur les réseaux sociaux, petit à petit, elle peut en prendre. Alors tout ce que je vous dis là, bien sûr, c'est très simplifié. C'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Mais on peut cerner ce type de signification que les personnes donnent, essentiellement par des entretiens, d'autant plus fortement qu'ils sont longitudinaux. Alors ça, c'est intéressant. On a un troisième type d'épistémologie en cycle, c'est quand on s'intéresse au contenu spécifique. On va faire des analyses de traces. Alors les analyses de traces, on est plutôt dans l'épistémologie herméneutique, ça c'est aussi une des grandes forces de la discipline, qui en fait aussi peut-être une de ses faiblesses en France, on va dire, bon ça c'est davantage mon avis, si on ne fait que ça en tous les cas, c'est qu'on va se centrer sur plutôt des analyses de discours, de contenu, des analyses d'images sur les réseaux sociaux. Et donc, on va analyser les traces, les commentaires qui sont laissés par les internautes, le nombre de likes, la durée d'exposition, etc. Et à partir de là, eh bien, on va essayer de voir quel lien on peut faire avec la santé mentale. Alors, un petit exemple, récemment, une recherche que j'ai trouvée très intéressante, l'AECAL ont analysé des tweets en espagnol, par exemple, associés à des signes de dépression. Et ils ont comparé des tweets d'utilisateurs qui sont dépressifs, identifiés par leur publication, à un corpus contrôle, des personnes qui étaient non dépressives. Et ils ont montré que les utilisateurs de corpus dépressifs utilisaient davantage des mots comme des pronoms à la première personne au singulier, davantage les mots de tristesse, de colère, de dégoût, et davantage de tournures négatives. Et ils postaient davantage la nuit. Donc ça, c'est aussi des éléments qui peuvent être intéressants. De même, quand on analyse notre recherche des images sur Instagram, recherche récente également, qui montre que les photos qui sont associées à des personnes dépressives étaient plus sombres, plus grises et plus bleutées. Et les posts qui étaient associés à de la dépression recevaient plus de commentaires, mais moins de likes. Donc ça aussi, ça permet d'avoir une certaine finesse et de mieux comprendre le phénomène. Donc, pour conclure, les SIC, avec leurs trois grandes forces, qui sont, un, le fait qu'on ne découpe pas production, dispositif, réception au sein d'un contexte notamment économique et politique. Deux, le fait d'avoir ces trois grandes finalités qui sont scientifiques, critiques et interventionnelles. Trois, d'avoir ce pluralisme méthodologique et épistémologique ont, me semble-t-il, une grande force heuristique pour faire des études sur les liens qu'il y a entre les réseaux sociaux et la santé mentale et le bien-être. Maintenant, comme je vous le disais, ce séminaire a été en partie lancé parce que on a des lacunes dans les recherches actuelles. Les lacunes, je vous en ai donné trois. Et ce séminaire a pour vocation de travailler sans doute deux manques, en tous les cas qu'on a identifiés à l'IMSIC. C'est le lien qu'il peut y avoir avec le social, qui est sans doute insuffisamment travaillé. Et puis, deuxième point, le lien qu'il y a par contre avec les aspects plutôt de bien-être, de santé mentale positive, parce que nécessairement, on n'a pas que des aspects délétères. Alors, vous voyez où est-ce que je veux en venir maintenant en allant passer la main à mon prochain conférencier. C'est que on va donc recevoir maintenant Jocelyn Lachance, qui est donc, comme l'a présenté Marie-Pierre, il a un doctorat en sociologie de l'Université de Strasbourg, mais aussi docteur en sciences de l'éducation de l'Université Laval, voilà, au Canada. Et il a une très grande expérience des aspects socio-anthropologiques
qui sont plutôt liées aux adolescents. Et donc, c'est des choses qu'on ne sait pas faire à l'IMSI, clairement. Et donc, ici, il va nous éclairer. Peut-être va-t-on lancer des programmes de recherche. Et en tous les cas, il va essayer de… On lui a demandé, il a accepté gentiment de venir nous présenter son dernier livre, comme l'a montré Marie-Pierre. À titre personnel, c'est un livre que j'ai énormément apprécié, où j'ai beaucoup appris, parce que ça a comblé un certain nombre de lacunes. Alors, Jocelyn Lachance est quelqu'un qui a énormément écrit, énormément publié, donc travaillé. Je citerai quelques ouvrages qu'il a pu faire, mais parmi les nombreux, je pense qu'au départ, Jocelyn, tu me corrigeras, il était spécialisé sur l'adolescence, la famille. Donc, quelques titres de ses livres: L'adolescence hypermoderne, Socio-anthropologie de l'adolescence, deuxième livre ou autre livre, Photos d'ados à l'ère numérique, Penser les ados, autre livre encore, La famille connectée, de la surveillance parentale à la déconnexion des enfants, notamment, hein, bon, je vais en passer parce que ça serait trop long, mais ici, il va nous parler donc de son dernier livre, et je vais donc immédiatement lui passer la parole. Alors, pardon, juste un dernier point, j'ai oublié de vous préciser. Nous avons, avec Marie-Pierre Fourquet, et c'est un petit appel du pied que nous faisons, nous coordonnons une revue actuellement sur ces problématiques-là, les technologies digitales, la santé mentale et le bien-être. La date butoir de remise des articles est le 16 juillet 2026, donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont connectés en distanciel ou ceux qui sont présents, si vous avez des articles qui sont bien ficelés, on est d'accord qu'on est sur une revue qui est plutôt de haut niveau, mais bien ficelée avec une bonne recherche empirique, n'hésitez pas à soumettre à la revue Behavioral Science, voilà, qui est une revue internationale de langue anglaise. Une précision, je pense que la date butoir va être un petit peu repoussée, comme il y a, bon, en toute humilité, hein, c'est un numéro qui a pas mal de demandes. Il y a eu beaucoup de collègues qui ont souhaité, donc au niveau international, hein, qui ont souhaité soumettre et qui ont demandé à avoir un peu plus de délai. Donc, il y a de fortes chances que ce soit repoussé et qu'on passe, ça a été lancé en septembre 2025 et qu'on passe à septembre 2026 pour la date limite. Donc, on est à 9 mois, on va passer à 12. Donc, voilà, il y a peut-être encore un petit délai qu'on est en train de voir avec le comité éditorial de la revue. Voilà. Dernier point aussi, pour les doctorants et les étudiants de M2, il n'y a pas de M2 dans la salle, je sais, mais les doctorants qui souhaitent travailler, et même les chercheurs aussi,